Qu'est-ce qui fait qu'un récit devient un mythe? Les mythes racontent des histoires de héros et de dieux, mais leur puissance va bien au-delà de leur contenu. Ce sont des récits universels qui parlent directement à l'humanité à travers le temps et les cultures. Dans les jeux vidéo, ces récits prennent une nouvelle forme, interactive, immersive et personnelle. Comment le jeu vidéo en tant que média interactif renouvelle-t-il notre rapport au mythe, à la fois en réinterprétant les récits traditionnels et en créant des mythologies modernes? C'est ce qu'on va tâcher de comprendre dans cette vidéo. Dans God of War, le joueur incarne Kratos, un simple mortel qui cherche tout au long de la série à se venger des dieux qui l'ont constamment manipulé. L'univers du jeu emprunte beaucoup d'aspects de la mythologie grecque pour servir son scénario et son gameplay. Le but ici n'est pas la précision historique, mais la création d'un jeu d'action-aventure avec un système de combat fun et une histoire prenante. Dans la mythologie grecque, Kratos est la personnification divine de la force. Dans le jeu, Kratos personnifie parfaitement le héros antique. À travers le gameplay, on sent toute la rage et la brutalité de Kratos. Kratos n'est pas un héros au sens classique du terme. Son histoire est marquée par la culpabilité d'avoir tué sa propre famille, un acte orchestré par les dieux eux-mêmes. Depuis cet événement, il voue une haine sans nom aux dieux. J'ai vécu comme un guerrier. Je suis mort comme un dieu. J'ai subi le sacrifice ultime. Et on m'a privé de la délivrance. J'exterminerai tout l'Olympe. Ma vengeance sera terrible. La série parvient à retranscrire le sentiment de grandeur qui se dégage de la mythologie. La quête de Kratos est démesurée. On affronte des dieux, des héros légendaires, des monstres de la mythologie, que ce soit dans la mise en scène, dans les lieux que l'on traverse, et dans ces thématiques, tous les éléments de la série renforcent l'impression d'être plongé dans une épopée intemporelle. En 2018, la série évolue et adopte la mythologie nordique et déstructure complètement cette figure du héros antique pour raconter une histoire bien plus intime, celle d'un père et de son fils. Mettant de côté les affrontements à grande échelle des premiers opus, la série revient à une narration plus terre-à-terre où Kratos tente d'enseigner à son fils les leçons tirées de ses erreurs passées. Cette évolution cohérente de Kratos permet une critique de la mythologie et de tout ce que les dieux incarnent, la cruauté, l'abus de pouvoir et la jalousie. Plus récemment, le jeu Hades se base aussi sur la mythologie grecque et met en scène Zagreus, le prince des enfers, qui essaye désespérément de fuir le royaume de son père. Le jeu s'inscrit dans le genre du roguelite, où le joueur traverse des niveaux générés procéduralement et où chaque mort ramène le joueur au début de sa quête. Si le jeu multiplie les références à la littérature et aux mythes grecs antiques, il inclut également d'autres références plus modernes. Ainsi, la vision et l'organisation de l'enfer empruntent plutôt à l'imaginaire médiéval et chrétien qu'à l'Antiquité. L'œuvre dont on sent le plus l'influence est certainement la Divine Comédie de Dante Alighieri, notamment dans la représentation verticale et circulaire des enfers, ou bien dans la reprise de tout un imaginaire, le feu, les chaînes, les supplices et autres joyeusetés qui remplissent l'univers du jeu. On sent très clairement l'influence de l'œuvre du poète italien. Au-delà des inspirations du titre, les développeurs ont distillé leurs propres préoccupations et les préoccupations de leur époque dans leur jeu. Les représentations d'Athéna, déesse de la guerre, et d'Hestia, déesse du foyer, témoignent d'une volonté d'inclusivité pour rompre avec l'image d'une Grèce antique entièrement peuplée de blancs et excluant les gens de couleur. Hades s'inscrit dans un mouvement plus vaste visant à mettre davantage en avant les minorités, généralement sous-représentées dans les films, séries et jeux. Dans Hades, la mythologie grecque est finalement un support pour parler de son époque et de la société actuelle. Mais c'est aussi à partir d'anciennes références que le jeu vidéo crée sa propre mythologie. Dans Shadow of the Colossus, le joueur explore un monde vide, mystérieux et intemporel qui évoque les récits anciens. Le jeu reprend la structure narrative typique des récits mythologiques. Le joueur incarne Wander, qui représente l'archétype du héros qui entreprend un voyage périlleux pour atteindre un but noble: ramener à la vie une jeune femme, Mono. Pour ce faire, il va devoir combattre et tuer 16 colosses disséminés aux 4 coins de la map.
Ces colosses représentent chacun une épreuve à surmonter. Leur gigantisme et leur puissance évoquent les adversaires légendaires des mythologies. Le personnage de Dormin, une entité mystérieuse, ancre l'histoire dans un cadre quasi divin. Shadow of the Colossus détourne cette structure en remettant en question les intentions du héros et en le mettant en face des conséquences de ses actes. Les influences du jeu sont multiples, mais la plus évidente est bel et bien David contre Goliath. L'affrontement de Wander contre les colosses n'a pas de signification religieuse, ce n'est pas une quête universelle pour sauver un royaume ou défendre un idéal. Le but est uniquement de ressusciter Mono malgré les avertissements de la mystérieuse entité Dormin. D'ailleurs, on ne sait pas réellement ce que sont les colosses, des grandes créatures qui semblent être aussi vieilles que le monde. Est-ce que ce sont des gardiens, des vestiges d'un monde perdu? Ce que l'on sait, c'est qu'ils vivent en harmonie avec la nature et qu'ils semblent représenter l'équilibre du monde. Ces créatures qui paraissent menaçantes et sauvages sont en fait des victimes. C'est le joueur lui-même qui commence à les attaquer. À chaque fois que Wander abat un colosse, son apparence physique change, devenant de plus en plus sombre et corrompue. On pourrait interpréter ce changement d'apparence comme une punition pour avoir transgressé les limites sacrées. Cette déconstruction du héros traditionnel inscrit Shadow of the Colossus dans une tradition mythologique tout en renouvelant ses codes. Le jeu recrée l'essence des récits mythologiques pour bâtir sa propre histoire et questionne nos propres valeurs et motivations. Là où Shadow of the Colossus mise sur l'introspection et la solitude face au sacré, Enslaved Odyssey to the West s'appuie sur la dynamique relationnelle et sur une relecture moderne d'un mythe classique, la pérégrination vers l'ouest. Développé par Ninja Theory et sorti en 2010, ce jeu s'inspire librement d'un classique de la littérature chinoise pour le transposer dans un monde post-apocalyptique. Dans ce récit, Monkey et Trip remplacent les figures de Sun Wukong et du moine Huanzang. La relation entre Trip et Monkey est au cœur du jeu. Après leur fuite d'un vaisseau esclavagiste, Trip impose un dispositif de contrôle à Monkey. Ce serre-tête connecté à ses propres signes vitaux oblige Monkey à protéger Trip à tout prix. S'il désobéit ou si elle meurt, il meurt aussi. Ce lien forcé crée une tension permanente entre eux et questionne la moralité des actions de Trip. D'abord distant et méfiant, les deux protagonistes apprennent avec le temps à se connaître. D'abord contraint, Monkey devient progressivement un protecteur volontaire. À l'image de Sun Wukong, Monkey est une figure brute et indomptable. C'est un héros solitaire qui erre dans un monde désolé. Son propre nom lui a été donné par les différents groupes qu'il a fréquentés. Trip, de son côté, bien que dépendante de Monkey pour sa survie, joue le rôle du guide spirituel dans cette relecture du mythe. Son but est de retrouver son groupe, c'est pour cela qu'elle a besoin de Monkey. Au fur et à mesure de leur quête, elle commence à reconnaître l'humanité et les souffrances de Monkey, développant une culpabilité pour l'avoir enchaîné à sa volonté. Le lien entre Trip et Monkey se reflète dans des choix de game design. On peut ordonner à Trip de se cacher, de nous soigner, ou bien d'attirer l'attention des ennemis pour nous permettre d'attaquer par surprise. En intégrant ces mécaniques, la narration devient plus crédible car on ressent l'interdépendance et l'évolution de leur relation. C'est aussi dans le cadre qui les entoure que leur relation prend tout son sens. Le cadre post-apocalyptique d'Enslaved transforme le mythe classique en une réflexion sur notre propre époque. Les ruines de la civilisation humaine rappellent que chaque société crée ses mythes pour donner un sens à son monde, jusqu'à ce que celui-ci s'effondre. Les machines, ennemies principales du jeu, jouent le rôle de monstres mythologiques, mais elles incarnent aussi nos peurs modernes, la perte d'humanité face à la technologie et l'idée d'un monde où l'homme n'est plus maître de son destin. La fin d'Enslaved offre une réflexion fascinante. Pyramide, l'entité qui contrôle les robots et asservit l'humanité, offre dans les faits une réalité illusoire mais apaisante, semblable à un paradis artificiel. Cela pose une question essentielle. Vaut-il mieux affronter une vérité dure et chaotique ou bien vivre dans une illusion ? Le choix de Trip sera de mettre fin à cette illusion, mettant l'humanité face à sa destinée.
vidéo représente aujourd'hui un espace où les mythes vivent, évoluent et se réinventent. Qu'ils soient repris fidèlement, détournés ou transformés, ces récits mythologiques continuent de nous parler, de nous interroger et de nous émerveiller. Car si les mythes traversent les âges, c'est qu'ils répondent à un besoin fondamental, celui de raconter des histoires qui nous dépassent tout en nous rapprochant de nous-mêmes. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, ces histoires prennent vie d'une manière unique, immersive et interactive, nous plaçant non seulement comme spectateurs, mais acteurs de nos propres mythes.